Bonjour et bienvenue au 40e épisode de Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Sam et je suis avec Vince. Et aujourd'hui, le thème de notre émission, ça va être les jeux de science-fiction. Donc de mon côté, je vais vous présenter le jeu Warpgate Beyond. Tandis que de mon côté, je vais défendre le jeu Godspeed. Parce que c'est ça qu'on dit quand on veut aller loin pis vite. Mais ça va être pour plus tard dans l'émission. Avant tout ça, on va vous parler des jeux auxquels on a joué. On va faire un retour sur le duel de l'an dernier, mais avant ça, on va introduire un nouveau segment à l'émission. C'est l'éditorial de Sam. Ou le moment où Sam va être un peu Grinch puis le dire, et puis un peu évacuer sa Grinchitude. Ce sera pas nécessairement pour ça, mais aujourd'hui peut-être un peu. Vous en avez sûrement entendu parler, Gloomhaven a été détrôné, il n'est plus le numéro 1 sur BGG, puis ça a fait une genre de mini controverse, puis là les gens se sont mis à faire des faux comptes pour aller voter 10 pour Gloomhaven, puis 1 pour Brass Birmingham qui avait pris sa place, puis après ça il y a eu une contre-offensive des fans de Brass puis tout ça, puis tout ça m'amène à parler que les rankings sur BGG, là, je trouve qu'il y a des gens qui accordent un petit peu trop d'importance à ça, puis au final, c'est un concours de popularité, puis tu sais, ça fait plusieurs années qu'il y a l'espèce de culture de genre on back un Kickstarter, puis on va tout de suite le rater 10 sur BGG sans même y avoir joué, puis après ça, il y a la contre-culture de ceux qui viennent mettre des 1 pour contrer les 10, puis des gens qui vont mettre des 5 pour contrer les 10 puis les 1, puis comme, tu sais, c'est des petites guéguerres de vote, puis des gens qui se font des faux comptes pour aller rater les jeux, tu sais. Ça perd un peu de son sens, je trouve. Ouais, ça devient un peu une petite folie, je trouve, une espèce de guerre qui, au final, ça change quoi dans nos vies que tel jeu ou tel autre jeu soit au top de Board Game Geek, tu sais, c'est qui Board Game Geek pour dire c'est le meilleur jeu, tu sais, au final, c'est tellement subjectif, comme toi, Sam, tu sais, il y a des jeux dans le top 50 que tu t'aimes pas, que tu juges qui sont pas le fun, puis il y en a d'autres qui sont plus bas, puis tu te dis, ah, ils devraient être plus haut. Tu sais, c'est tellement subjectif, c'est tellement un avis personnel que c'est un peu intense de s'emporter sur le fait que le classement est pas à ton goût, puis que ça devrait être tel jeu qui est au top parce que telle et telle raison. Tu sais, à un moment donné, c'est pas si grave que ça. Surtout que depuis une couple d'années, Board Game Geek est vraiment comme fait pour promouvoir la nouveauté, puis essayer de pousser les nouveaux jeux pour qu'ils montent dans ses ranks pis tout ça. Tu sais, avant il y avait pas ça, mais maintenant il y a l'espèce de hotness là qui est comme qui suit le nombre de clics ou de fois qu'un jeu est mentionné puis tout ça. Puis au final, c'est comme créer du hype à partir un peu artificiellement, je trouve. Puis des fois, ça drive les ratings aussi. Puis ça fait qu'il y a des vieux classiques qui sont encore bons, mais qui à cause de la nature du hobby, qu'il y a tellement de jeux qui sortent, ben il y a plus grand monde qui en parle. Fait que il y a beaucoup de nouveaux usagers sur Board Game Geek qu'ils ont jamais essayé, qu'ils ont pas raté. Puis ces jeux-là, ils tombent au classement, même si selon moi, ils sont des meilleurs jeux que les plus nouveaux qui arrivent souvent. Mais je dis pas que tous les nouveaux jeux sont mauvais puis que tous les vieux jeux sont bons, là, c'est pas ça, là, mais comme j'ai un peu de misère avec le système, surtout que c'est pas tout le monde qui rate les jeux selon les guidelines de Board Game Geek. Là. Normalement, tu sais, un 10, c'est pas nécessairement un jeu parfait, c'est juste comme un jeu que je refuserais jamais de jouer, dans le fond. Là. Si tu regardes vraiment qu'est-ce que les notes sont censées vouloir dire, là. Ouais, mais tu sais, en même temps, rendu là, c'est tellement subjectif. Ouais, mais si tout le monde suivait les guidelines, peut-être que les notes voudraient plus dire quelque chose que... Tu sais, je connais des gens qui rate juste des jeux 10 ou 1. Genre, j'aime ça ou j'aime pas ça. Ouais.
Ouais, Fait que si tout le monde fait ça, ou que la moitié du monde fait ça, tu sais, les rankings veulent plus rien dire, tu sais. Ouais, mais tu sais, en même temps, moi, tu sais, que tu sois le premier ou le 40e, tu sais, dans ma tête, c'est que quand t'es dans le top 250 ou quelque chose, tu sais que là-dedans, tu as un pool de jeux qui peuvent être intéressants. Ou en tout cas, qui ont plu à une certaine quantité de personnes, puis qui peuvent peut-être t'indiquer qui pourraient être bons, mais même encore, tu sais, c'est pas, ça dépend du style de jeu, puis qu'est-ce que toi tu vas rechercher dans les jeux que t'aimes. Ouais, c'est clair. Tu sais, d'habitude, les jeux qui sont plus costauds, qui sont plus lourds, qui sont plus longs, épiques, vont avoir des meilleures notes que les jeux de party, tu sais. Parce que c'est la démographique qui utilise BGG, c'est plus les vrais hardcore qui trippent sur ces gros jeux-là, tu sais. Ouais. Comme Alors toi, est-ce que que tu rates tous les jeux que tu joues sur BGG? Tu tiens-tu à jour ta collection là-dessus? je tiens ma collection à jour, mais j'ai pas ranké beaucoup. J'ai pas raté souvent les jeux. En fait, ça me prend du temps avant d'être complètement décidé. Tu sais, comme je me sens prêt pour aller rater Star Wars Rebellion, mais tu sais, parce que j'ai beaucoup joué. Mais je sais pas, on dirait que vu que j'adhère pas tant, tu sais, moi que ça vient, je me fous un peu, tu sais, des rankings des jeux, que ça m'incite pas trop à y aller. C'est la seule raison pour laquelle j'irais rater des jeux, c'est pour pouvoir me mettre un avatar sur mon compte sur mon compte BGG, tu sais. Ce serait ma motivation. Tu vois, j'étais de même avant aussi. J'attendais d'avoir joué à un jeu plusieurs fois avant de le rater. Puis, mais à cette heure, j'y vais après une seule partie souvent, mais j'hésite pas à revisiter mes notes après un certain temps ou même après avoir rejoué. Fait que tu sais, à toutes les quelques mois, ben je vais peut-être aller regarder tous les jeux que j'ai ratés, puis je vais en changer quelques-uns selon parce que des fois, tu sais, les notes peuvent se promener aussi selon l'humeur de la journée, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça pour notre éditorial. Vous nous direz en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là, puis qu'est-ce que vous pensez de ce petit segment-là. Est-ce qu'on devrait le faire plus souvent ou est-ce que vous vous en foutez puis vous voulez juste nous entendre parler des jeux directement? On va s'ajuster au bon vouloir de notre charmante auditoire. On peut aussi forcer Sam à être plus moins grincheux, on va dire. Plus moins grincheux. Ouais. Donc maintenant, si on passe au retour sur le duel de l'an passé, c'était pas un duel de jeu cette fois-là, c'était plus un épisode avec un sujet de discussion. Puis là, le duel, en fait, c'était entre essayer des nouveaux jeux ou rejouer à un jeu que tout le monde connaît. Moi, je dirais que mon avis a pas vraiment changé depuis l'année passée. Là, j'aime ça avoir un petit mix des deux. Là, c'est sûr que pour le podcast, c'est le fun d'essayer. En fait, il faut essayer des nouveaux jeux pour avoir des nouvelles choses de quoi parler. Mais tu sais, les jeux que j'aime beaucoup, j'aime ça les rejouer souvent. Là, tu sais, je m'attends jamais de jouer à Guards of Atlantis, Gloomhaven, là, notre campagne est sur pause, mais c'est plus parce que je joue avec ma conjointe, fait que avec un petit bébé, c'est plus dur de jouer les deux en même temps. Mais on a hâte d'y retourner. Marvel Champions, je suis tombé dedans l'été passé, puis je joue encore régulièrement. Fait que tu sais, mes préférés, j'aime ça y rejouer. Puis ben j'aime ça aussi découvrir des nouvelles affaires. Avoir un bon mix des deux, je trouve que c'est le fun. Ouais. Pour ça, je peux pas dire le contraire. Je suis du même avis. Personnellement, par contre, présentement, je fais un peu plus de nouveaux jeux que de vieux jeux. Fait que il y a certains vieux jeux qui me démangent de ressortir, puis j'ai moins les occasions que j'avais de les sortir parce que toutes les fois, je suis comme faut essayer ça, on veut en parler, puis ça a l'air cool. Fait que je suis un peu c'est ça. Je trouve que mon équilibre est pas optimal présentement, mais c'est quand même le fun parce que c'est quand même cool d'essayer tout le temps des nouveaux jeux aussi, là. Ben, je pense que la solution pour toi, c'est que tu devrais jouer plus souvent. Comme ça, Ouais, tu pourrais jouer à autant de nouveautés que là pour pouvoir en parler, puis t'aurais plus de parties de vieux jeux. ouais. De toute façon, on peut pas trop jouer, je pense. Ben non. Good, donc voilà pour le passé. Et maintenant, on va passer au passé un peu plus récent, donc les jeux qu'on a joués dernièrement.
Moi, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Last Will, de l'auteur Vladimir Suchy, et publié chez Check Game Edition. Cet auteur-là, c'est lui qui a fait, entre autres, Underwater Cities, que j'avais bien aimé. Puis le jeu Last Will, c'est un jeu que j'avais entendu parler, mais que j'avais jamais eu la chance d'essayer. Puis j'ai pu le faire à une soirée de jeu récemment. Puis c'est un jeu avec un thème assez loufoque, où la prémisse, c'est comme qu'il y a notre oncle riche qui veut léguer ses millions de dollars à un de ses neveux ou nièces, mais il veut le faire à la personne qui est le plus capable de dépenser. Parce qu'il veut que cette personne-là profite de sa fortune pour vrai. Fait que là, les joueurs, dans le fond, sont comme tous les héritiers potentiels. Puis en début de partie, on reçoit un certain montant. Puis le but du jeu, c'est de dépenser tout son argent le plus vite possible pour devenir l'héritier de la vraie grosse fortune, si on veut. Fait qu'au lieu d'accumuler des richesses, on essaye de les perdre le plus rapidement possible. Fait qu'on va acheter des manoirs puis faire des parties dedans pour les scraper puis les revendre à perte. On va inviter nos amis dans des gros parties, inviter des chevaux, des chiens au restaurant, puis leur payer des dîners fancy. Thématiquement, c'est quand même assez rigolo. Ouais, c'est ça, ça a l'air vraiment ridicule parce que c'est un peu contre-intuitif. Tu te dis, OK, on va tous se ruiner pour redevenir riche, pour se ruiner. Ouais, c'est ça, c'est n'importe quoi, puis c'est drôle, puis c'est un peu satirique en même temps, là, fait que Check Game Edition sont bons là-dessus, là, c'est eux qui ont fait aussi Alchemist, puis plus récemment Deal with the Devil, là, qui celui-là il rit un peu de la religion, là, puis de l'église en général, pis tout ça, fait que ils sont bons pour aller dans ce type d'humour-là, puis ce jeu-là fait pas exception. Puis mécaniquement, le jeu est vraiment cool, là. C'est en début de ronde, on va avoir comme une espèce de piste d'or du tour, si on veut. Puis on va aller se placer là-dessus. Non seulement ça va déterminer comme où est-ce qu'on va être dans l'ordre du tour pour prendre les actions, mais aussi combien de chapeaux qu'on va pouvoir mettre, qui sont un peu comme des ouvriers qu'on peut aller placer pour aller collecter des cartes ou des ressources ou des choses comme ça. Puis ça va aussi déterminer le nombre d'actions qu'on peut faire après. Parce que quand on achète des cartes, on peut les ajouter à notre tableau pis tout ça. Puis après ça, on peut faire des actions pour comme dépenser de l'argent. En plaçant nos chapeaux, c'est ça, on peut aller chercher les cartes qui sont meilleures. On peut essayer de manipuler il y a comme une espèce de piste de l'immobilier, si on veut. Donc, il y a certains types de propriétés qui vont valoir plus ou moins cher. Fait qu'on peut aller manipuler ça pour que les cartes qu'on a dans les mains et qu'on veut acheter valent plus cher. Puis après ça, on peut aller un tour après aller changer ces valeurs-là pour quand on les revendre moins cher puis perdre le plus d'argent possible avec notre maison. Ça me fait rire, j'ai pas le choix de trouver ça comique. C'est vraiment très drôle. Plus on est tôt dans le round, moins qu'on va avoir d'action, puis moins de petits chapeaux à les placer. Mais en même temps, on va peut-être être capable d'aller chercher l'action qu'on veut, ou pas vraiment l'action, mais plus le spot de chapeau qu'on veut, ou la carte qu'on a besoin pour mettre dans notre tableau. Puis comme à chaque tour, c'est comme c'est une décision intéressante parce que là, c'est ça, tu sais. On sait pas nécessairement qu'est-ce que les autres veulent faire ou est-ce qu'ils vont essayer d'aller se placer. Fait que des fois, on peut se placer vraiment tôt ou vraiment tard. Puis finalement, on se rend compte que on est loin de tous les autres joueurs. Fait qu'on aurait peut-être pu se permettre d'aller chercher un peu plus de ressources dans notre ordre de tour. Puis c'est ça, le jeu coule quand même assez bien. Là, tu sais, au final, c'est beaucoup de cartes puis il y a des icônes dessus, mais les règles sont assez simples, les icônes sont claires, là, ça dit ce que ça a à dire, puis on tourne comme ça, on dépense notre argent, on essaie d'aller chercher de la synergie entre les cartes qu'on rajoute dans notre tableau, on vend puis on achète au bon moment, puis pas pour maximiser nos profits, mais pour maximiser nos pertes. Ouais, puis le jeu c'est ça comme tu dis, l'iconographie est claire, mais il est très joli aussi, je trouve, le jeu en général, tu sais, il y a comme une espèce de style
victorien, un peu cartoon. Je trouve, tu sais, ils ont tout l'air anglais, puis c'est comique, là. Les bonhommes ont l'air festifs aussi. Ah ouais, ils sont sur le party pas à peu près, là. Tu vas à un carnaval, puis tu dépenses 16 000 piastres dans ta soirée, puis en donc, là. Au 19e siècle, t'sais. Gros party, quand à côté de la maison, t'en coûtes 20 000, tu sais. Ouais. Donc, c'était Last Will de Vladimir Suchy et Check Game Edition. Toi, Vince, à quoi t'as joué dernièrement? Moi, récemment, j'ai joué à Obscurio, designé par l'Atelier et publié aux éditions Libellude. Donc, Obscurio, c'est comme un peu ça fait beaucoup penser à Mysterium, mais ça a été simplifié. Je pense pas, moi. De quoi? Tu penses pas? Que c'est plus simple que Mysterium. Je pense que c'est le contraire, là, qu'un trade caché pis tout ça, c'est... Je sais pas. Moi, je trouve que l'exécution se passe plus simplement. Tu sais, ça va plus vite que Mysterium, puis tu sais, toutes les rondes se font de la même façon. Ouais, mais... Moi, je trouve que c'est plus... En tout cas, Moi, je trouve qu'il y a plus de personnellement, règles. je sais pas. Moi, je trouve que c'est plus simple à jouer. Parce que moi, je prévoyais dire, si vous jouez avec des gamers ou des gens qui savent c'est quoi un trade caché, peut-être qu'Obscurio est mieux, mais pour jouer avec des non-gamers, je trouve que Mysterium est plus simple et plus facile à prendre en main. Je pense qu'il faudrait tester cette théorie-là avec des non-gamers, parce qu'en tout cas, j'ai joué avec des gens qui étaient pas des grands gamers non plus, puis Obscurio, ça s'est fait comme un charme. Non, ben tant mieux. Donc, dans Obscurio, comme dans Mysterium, on a un joueur qui va jouer une espèce de maître du jeu. Dans ce cas-ci, c'est le grimoire. Donc, on est une gang d'apprentis magiciens qui veulent s'échapper de la tour d'un magicien avec le dit grimoire. Et le grimoire, dans le fond, nous guide à travers la tour du magicien. Donc, à chaque ronde, le grimoire va nous pointer vers une porte à l'aide d'une image un peu étrange, là. Les images à la Mysterium puis à la Dixit, là, tu sais, c'est comme pas clair. Il y a plusieurs éléments dedans. C'est toujours un peu mystérieux, magique. Puis, dans le fond, il va falloir trouver la bonne porte sur une sélection de 6 portes. Donc, on va avoir 2 indices qui vont nous être fournis par celui qui joue le grimoire. Donc, c'est deux dessins sur lesquels il va aussi y avoir des flèches qui vont être dessus pour nous porter pour qu'on ait une attention plus particulière à certains éléments de ces dessins-là. Donc, on se fait présenter ça. Après ça, on ferme les yeux. Puis, dans l'équipe, comme on a dit, il y a un traître. Ce traître-là va, lui, essayer de brouiller les cartes. En ayant vu à l'avance c'est quoi les indices qu'on a tous, il va lui sélectionner, il va piocher des images, puis il va essayer d'en sélectionner qui pourraient porter à confusion, qui pourraient être la vraie porte, puis les cacher dans la main du grimoire. Le grimoire va compléter les portes qui lui manquent, puis il va révéler, dans le fond, les 6 portes sur le plateau. Puis là... juste pour que ce soit clair, il y a une carte là-dedans qui est la carte que le grimoire a choisie puis qui fit avec les images qu'il ou elle a données. Ouais. Il y a une ou deux cartes qui viennent du... 0 ou 2 même. Ouais, 0 ou 2 qui viennent du pas fin traite. Puis d'autres qui sont juste là random. Exact. Okay. Fait que là, puis là, à ce moment-là, chaque joueur indépendamment sélectionne, à part le grimoire, là, sélectionne une porte. Donc, on sélectionne une image qui croit être la bonne. Puis, si un des joueurs réussit à trouver la porte en question, ben on progresse. Puis, il y a 6 de ces rounds-là qui vont se passer. Si jamais personne trouve la porte, ben là, on gagne des points négatifs. Puis, on a comme un pool de points qu'il faut réussir à maintenir. Puis, si jamais on épuise, on perd la partie. Puis, à un moment donné, à la fin, on va pouvoir, quand on va approcher de la fin, on va pouvoir voter sur qui est le traître pour exclure quelqu'un. Puis dans le fond, on peut utiliser ces points négatifs-là pour identifier la personne qui s'est trompée le plus, puis qui est potentiellement le traître. Fait que le traître doit rester quand même subtil dans ses choix, c'est pas tout le temps prendre la mauvaise porte, parce que sinon, il va attirer l'attention puis il va être exclu. Puis petite twist, le dernier round, ben là, il y a personne qui peut communiquer.
Fait que là, tout le monde fait ses affaires, puis il va comme il pense, puis on met nos jetons en même temps. Fait que comme ça, il y a pas d'influence des autres joueurs. À ça, on ajoute aussi une composante en temps réel. Dans le fond, à chaque fois que les gens vont décider sur quelle porte ils vont aller, il y a le sablier qui tourne, puis si jamais on l'épuise, on doit retourner le sablier, puis à chaque fois qu'on le retourne comme ça, on va avoir des malus pour les rounds suivants. Les malus, ça peut être que le trade choisit plus de cartes. Ça peut être qu'au lieu d'avoir 6 cartes, il va en avoir 7 qui vont être présentées. C'est histoire de corser un peu la situation. Fait que c'est ça, ça se joue assez rapidement, justement parce que tu as la composante de temps réel quand vient le temps de s'ostiner. Puis je trouve que c'est assez simple à jouer, vu que les rounds d'un round à l'autre, ça se passe pas mal de la même façon. Si ça va bien, la partie va se faire assez rapidement aussi parce qu'on va progresser à chaque round. Mais là, ça dépend de votre qualité, de la qualité de votre grimoire, comme dans Mysterium, qui a beaucoup de pression à donner des bons indices, puis votre capacité à comprendre ces messages codés à travers les images. Ouais, puis il me semble des fois il peut y avoir des petits un peu de sable dans l'engrenage, là, du genre les images que le grimoire donne, il y a des fils dessus, fait que là on voit pas bien les couleurs, ou il y a des parties de l'image qui peuvent être cachées, des trucs comme ça. Ouais, ça fait partie des malus potentiels. Mais c'est ça joue bien. Moi je trouve que c'est plus simple que Mysterium à expliquer. Ouais, mais comme je disais, mettons le traître, là, il y a une question sur une règle ou tout ça, il peut pas vraiment la poser parce que sinon il va se révéler, tu sais. C'est ça que je trouve qui est mais plus tu sais, une première partie, admettons, ça peut arriver, mais tu sais, après une deuxième déjà, puis ça va vite, là. Tu peux en faire 2-3 dans une soirée. Ouais, mais Mysterium aussi, hein. Le plus long dans Mysterium, c'est le setup, là, mais jouer, c'est pas si long. Puis en plus, ils ont sorti une nouvelle version là, l'année passée ou là 2 ans, là, un peu plus épurée, puis qui se joue plus rapidement. Est-ce que ça Mais fait ouais, Obscurio? non. C'est Mysterium Carnaval, ou tout comme ça. Ok. Mais ouais, non, j'y avais joué, moi, l'année qui est sortie, là, dans un pub ludique. J'avais bien aimé ça. Puis toi, Sam, il paraît que t'as joué à un autre jeu récemment. Il y a plein d'autres jeux, mais un que je voulais parler ce soir, c'est le jeu Cat in a Box de l'auteur Muneyuki Yokuchi. Il est publié par Hobby Japan. C'est un jeu de levée. Ceux qui nous écoutent depuis longtemps savent que c'est un genre de jeu que j'apprécie beaucoup. Le twist de celui-là, c'est que, dans le fond, les cartes qu'on a dans nos mains, ils ont pas de... Ils ont toutes la même couleur, en fait. Ils ont toutes pas de couleur. Quand on la joue, on va décider de quelle couleur qu'elle est. C'est un peu comme inspiré du chat de Schrödinger, là, qu'on n'est pas trop sûr s'il est mort ou s'il est vivant. Ben là, dans ce cas-ci, c'est les cartes dans nos mains, on n'est pas trop sûr s'ils sont rouges, bleus, verts ou jaunes. Fait que là, quand je joue ma carte, je décide quelle couleur qu'elle est, sauf que si, mettons, je joue un 3, puis que le 3, il y a quelqu'un qui a déjà dit qu'il avait joué le 3 vert, ben je pourrais pas dire que c'est le 3 vert que je joue, parce que je peux pas avoir 2 3 verts dans le paquet, tu sais. Ça ferait un paradoxe. Ou ça ferait que quelqu'un a mal rangé ses cartes. Fait que bref, au début de la partie, on a vraiment beaucoup d'options, mais au fur et à mesure que la partie avance, ces options-là vont diminuer, puis ça se peut qu'on se peinture dans un coin parce que dans le paquet, il y a 5 copies de chaque chiffre, mais il y a juste 4 couleurs. Fait que ça se peut que toutes les deux soient pris puis qu'il te reste juste un 2 à jouer à la fin puis que là t'es comme Mais en théorie, la partie peut se terminer puis il nous reste juste comme chacun une carte à jouer, mais si toutes les cartes ont été jouées dans le fond, on est correct, il n'y a pas eu de paradoxe, puis là la partie se termine puis on compte les points de cette manche-là. Mais si à un moment donné t'arrives puis tu peux pas jouer de cartes parce que toutes les cartes que tu jouerais feraient un paradoxe, ben ça met fin immédiatement à la manche, puis là toi tu vas pas scorer de points parce que même je pense que t'as des points négatifs parce que c'est toi qui as créé le paradoxe. Puis il y a aussi une autre twist supplémentaire, c'est que dans le fond, quand tu joues une carte et que tu dis c'est de quelle couleur, tu vas aller comme placer un cube de ta réserve personnelle sur un espèce de plateau qui a comme toutes les couleurs puis toutes les valeurs en rangée. Là. Fait que C'est ça qui te permet aussi de suivre
qu'est-ce qui reste comme possibilité, dans le fond. Oui, mais en plus, c'est que à la fin de la partie, tu vas faire des points pour le nombre de levées que tu as fait, mais aussi pour dans le fond, si tu réussis exactement le bon nombre de levées que tu avais prédit, tu vas en plus faire des points pour tes cubes sur le plateau qui sont comme adjacents les uns aux autres. Fait que si dans la partie, c'est toi qui as joué les 4-1, ben t'as les 4-1 adjacents un à l'autre, ben ça te fait 4 points, tu sais. C'est juste orthogonal? Ouais, juste orthogonal, puis juste si tu réussis exactement la mise que t'avais faite au début de la partie. Fait que des fois, tu te dis, bon ben, c'est genre, je réussirai pas ma mise, mais je vais essayer de faire le plus de levées possible, parce que ça vaut des points aussi, puis après ça, tu t'en fous un peu de quelle couleur tu mets, parce que tu feras pas de points avec ça, mais d'autres fois, quand tu penses que tu vas avoir exactement ta bonne mise, ben là, en plus de vouloir gagner le bon nombre de levées, mais t'essayes de placer tes cubes groupés ensemble pour faire un maximum de points, puis là, ça peut devenir vraiment casse-tête, là. Fait que c'est ça, tu sais, c'est pas plus compliqué que ça, mais ça, je trouve que c'est une belle twist sur un genre que j'aime beaucoup, puis qui rend vraiment le jeu original, puis qui change un peu la façon que tu gères ta main, puis que tu gères le nombre de levées que tu essaies de gagner ou de perdre, là. Ouais, j'avoue. C'est drôle de choisir la couleur de ta carte. J'imagine que tu peux t'arranger pour essayer de bloquer les autres, justement, en regardant comment ils positionnent leur cube pour essayer de nuire à leur plan. Oui, absolument. Puis faut que tu fasses attention aussi, parce que des fois, t'as vraiment besoin de gagner la main, fait que là tu te dis, ah ben j'ai plus de vert, fait que je peux couper avec mon atout, parce que le rouge est toujours l'atout, qui me permet de couper par-dessus les autres, sauf que quand tu fais ça, des fois, à la fin tu te ramasses que tes cartes, les seules possibilités que tu pourrais les jouer, c'est vert, mais si t'as déjà dit que t'avais plus de vert dans ta main, ben tu peux pas magiquement avoir du vert, fait que là, tu crées un paradoxe. Ok, ça c'est cool, ça. Fait que faut que tu y penses à 2 fois avant de Avant de te couper. dire j'ai plus cette couleur-là, parce que tu te barres pour le reste du round. Ouais, c'est ça. C'est pas pire, ça. Fait que c'est ça, ça se joue super vite, là, une partie complète, dans le fond, c'est que chaque joueur va être le dealer une fois, là, d'une main. Fait que, à 3 joueurs, on joue 3 mains, puis on compte le total des points après ça. Puis, fait que, quand on avait joué, on avait fait ça comme 2 ou 3 fois de suite, là, parce que ça allait vite, puis tout le monde aimait ça, là. Voilà pour Cat in a Box de Muneyuki Yokuchi et Hobby Japan. Bon, mon japonais est un peu rouillé, fait que je m'excuse pour la prononciation. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps que tu t'es pas pratiqué. Ben, tu ris, mais j'ai fait du judo quand j'étais plus jeune, fait que je connaissais quand même beaucoup de mots en japonais. Ah ouais? Ouais, parce que les noms des prises pis tout ça, c'était des mots japonais. The more you know. Moi, je parle anglais. Donc, tout ça pour dire que maintenant, on arrive au plat principal. Le duel in space. Space. Oui, donc, jeu de science-fiction. Et c'est Vince qui va ouvrir les hostilités. Ouais. Donc, je vais lancer le bal, ou lancer la fusée, avec Godspeed, designé par Clayton Hargrave et Adam Hill, et publié aux éditions Pandosaurus Games. Donc, dans Godspeed, on commence par vous apprendre que l'atterrissage lunaire, c'était toute la dompe. Ça a été filmé par Stanley Kubrick dans un studio. Puis au final, Non, ils disent que c'est vrai. Mais c'est juste que c'était une diversion. Mais c'est j'aimais vraiment mieux mon arrivé. histoire. Mais ok, c'est bon, j'avais mal compris d'abord. Donc c'est ça. Donc l'atterrissage lunaire, c'était une diversion parce qu'en fait le vrai défi, la vraie course, c'était en fait de coloniser la planète Minos. Minos. Ouais. Ouais. Ok, ça va bien, là. J'ai l'air de pas connaître le jeu pantoute en parlant comme, en mêlant déjà 2 fois sur le setting, mais le setting n'est pas important. Ce qui est important, c'est les mécaniques. Bon, des fois, le setting embarque aussi et permet d'améliorer l'expérience de jeu, mais dans ce cas-ci, ok. On reprend.
Donc, dans Godspeed, différentes nations vont s'affronter pour justement essayer de conquérir la planète Minos. La mécanique principale du jeu, c'est du placement d'ouvriers. Donc, on a un pool de 5 ouvriers. Ces ouvriers-là vont aussi avoir plus qu'un rôle dans le jeu, puis c'est un peu sa petite twist. C'est que nos ouvriers ont une spécialité. Donc, chaque ouvrier va pouvoir aller sur certains emplacements uniquement. Mais ces ouvriers-là vont aussi servir de monnaie pour un désenchère au cours de la partie. Puis chaque ouvrier a des valeurs, puis selon les personnes, selon le pays qu'on va prendre, les valeurs seront pas les mêmes. Donc, dans Godspeed, on va donc essayer de collecter des ressources. C'est la majeure partie du jeu, c'est un peu une course. C'est une course à savoir celui qui va pouvoir construire les bâtiments les plus rapidement, construire ses usines de production, construire des bâtiments variés rapidement ou 3 d'un même type de bâtiment. Puis on a aussi amélioré notre réputation dans différentes pistes d'influence sur le plateau. Fait qu'on a l'aspect course comme la course pour l'espace. Mais là, c'est la course pour Minos. Donc, dans un round normal, on va commencer par montrer une espèce de petite carte de mise en situation où les gens vont pouvoir s'investir ou pas. En fonction de ce qu'il va falloir faire en fait pour s'investir, c'est de jeter un de nos ouvriers qui pourrait potentiellement être un ouvrier qu'on veut utiliser pour plus tard. Si tout le monde est un spécifique. Là. Ouais, ça en est un spécifique. Tout le monde doit mettre le même. C'est ça. Puis si jamais tout le monde décide de suivre, tout le monde gagne une récompense. Mais si jamais quelqu'un décide de pas suivre, cette personne-là va avoir un malus, puis les autres n'auront pas de bénéfice. Tout le monde qui décide dans le fond de pas participer a un malus. Donc on a déjà ça ici où est-ce que nos ouvriers peuvent être utilisés. Après ça, on a une phase de pari, de mise, où on va avoir un marché qui va être disponible. Dans le fond, en fonction de qui va miser le plus, on peut dans le fond son ouvrier qui vaut le plus puis qu'on peut bonifier avec de l'argent, on va pouvoir avoir le premier choix dans un choix de cartes ou sélectionner le premier joueur. Ouais, ces cartes-là dans le fond vont donner des ressources ou vont comme remplacer un ouvrier, des pouvoirs en fait qu'on va pouvoir utiliser une fois pour prendre des actions quand on pourrait pas normalement, ce genre de trucs-là. Là. Exact. Puis là, une fois qu'on a fini cette phase-là, là on tombe dans la phase vraiment plus placement d'ouvriers. Donc on a plusieurs emplacements qui sont dans 5 catégories différentes. Donc on a dans le fond 5 couleurs qui sont titrées chacune à un ouvrier. Chaque couleur va avoir 2 emplacements différents. Pour la plupart des emplacements, ça va être soit on va avoir un emplacement qui va permettre de piocher des cartes de cette couleur-là. On en pioche 3, on en garde une qu'on pourrait vouloir construire plus tard. Ce même emplacement-là, en plus de nous permettre de collecter des cartes, peut nous permettre aussi de construire un bâtiment. Fait que c'est important d'y aller justement pour pouvoir construire puis améliorer notre tableau personnel. On a ça pour chaque couleur, puis après ça, chaque couleur a aussi un pouvoir spécifique. Il y en a un qui nous permet de piocher des cartes dans plus qu'un paquet. Il y en a un qui nous permet d'aller chercher dans des défausses. Il y en a un qui nous permet de construire nos usines de production, qui sont vraiment utiles au début de la partie. Parce plus on les construit tôt, plus on va pouvoir profiter de ces usines de construction-là. Puis on peut aussi aller sur un autre emplacement chercher des ressources. Puis là, comme tout bon placement d'ouvrier, une fois que quelqu'un est allé à un endroit, il est bloqué pour les autres. Là, dans ce cas-ci, avec les cartes qu'on a pu collecter dans la séquence d'avant, il y a possibilité de contourner cette règle-là. Mais sinon, en temps normal, on peut pas. Puis on a comme un spot de consolation, si on veut, que si les seuls ouvriers qui nous restent, ils ont plus d'emplacement où ils peuvent aller, on peut les envoyer là, puis il y a comme pas de limite pour celui-là, mais ça nous donne une maigre ressource. Ouais, c'est un peu triste considérant tout ce que les autres emplacements peuvent nous permettre de faire. Le gros du jeu après le placement d'ouvriers, c'est vraiment ta construction de tableaux.
Donc avec les cartes qu'on va pouvoir ramasser, ben moi il y en a un peu. Il y a une partie construction de tableau, mais la mais ça plupart dépend des cartes des cartes. vont juste te donner un bonus immédiat. La plupart, oui, mais t'as des cartes qui vont te donner des pouvoirs récurrents. Comme toi, Sam, il y a eu une espèce de combo de la mort qui repiochait des cartes, puis il pouvait les construire, puis il y avait un petit moteur. T'sais. J'avais réussi à le bloquer, puis à l'empêcher de produire, de construire ses usines de production. Je l'avais paralysé au niveau des ressources, mais avec son petit moteur, il était capable de contourner, dans le fond, les bâtons que je mettais dans ses roues. Mais pas vraiment, parce que justement, tu bloquais mon revenu de ressources, puis moi je pigeais plus de cartes, mais il fallait que j'aie les ressources pour pouvoir les construire. Fait que... Mais ça allait bien pareil, ta game. Là. T'as quand même gagné, fait que je suis Oui. C'est ça. Tu sais, les récompenses que les bâtiments vont nous donner, c'est ça. Ça va être soit des habilités récurrentes, mais la plupart du temps, c'est plutôt que ça va vous permettre de monter sur les pistes d'influence, puis de collecter des ressources qui vont pouvoir être dépensées par la suite pour faire d'autres cartes. Ouais, je pense que pas mal toutes les cartes, en fait, te permettent de monter au moins sur une piste de 1. Puis là, des fois, ça te donne des ressources en plus. Des fois, ça te permet de monter vraiment beaucoup. Mais ça coûte plus cher à construire. Ou des fois, c'est ça, t'as un petit pouvoir, comme tu dis, qui te permet de builder un engin. Mais c'est quand même une fraction des cartes. Là. La grosse majorité, ça va être des effets immédiats, puis c'est tout. Là. Ouais. Mais t'as quand même, c'est ça, ta sélection de cartes qui va grossir, puis si tu réussis, c'est ça, à être le premier à construire 4 cartes des couleurs différentes, tu vas ramasser un succès, dans le fond. Ça, c'est une autre partie de la course, c'est d'être le premier à construire ces bâtiments-là. Ça te donne un 4 points pour la fin de la game. Puis ça, c'est une source de points assez considérable. Ouais, j'ai joué 2 fois, puis les 2 fois, on était dans les 30-40 points à peu près. Là. Fait qu'un 4, c'est quand même plus que 10% de ton score final. Là. C'est ça. Fait que c'est important. L'autre partie des points ça vient vraiment des pistes. Puis là, dans les pistes, c'est en fonction de quel rang t'es dans cette même piste. Donc, ouais, c'est un peu comme Terra Mystica. Là. Le premier va faire plus de points, le deuxième un peu moins, puis le troisième encore moins. C'est ça. Cette piste-là va aussi te permettre de récolter des ressources à mesure que tu montes. Puis quand quelqu'un arrive tout en haut de la piste, ben dans le fond, on peut pas le dépasser. Il reste sur cet emplacement-là, puis il le bloque. Puis à moins qu'il redescende, il est assuré de garder la supériorité dans cette piste-là. Puis la partie qui est divisée en 10 rondes va être divisée en comme trois sections de jeu, trois étapes, on va dire. 3 saisons. 3 saisons. Qui vont avoir chacun leur objectif particulier. Puis si on réussit à compléter l'objectif en question, ben ça nous donne des points aussi pour la fin de la partie. Puis les objectifs, c'est toujours d'avoir une combinaison spécifique de développement qu'on a construit pendant cette saison-là. Là. Fait que ça peut être une bleue puis une jaune, ou 2 de la même couleur, ou 2 dans un même round, tu sais, ce genre de truc-là. C'est ça. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour des règles. Tu sais, au final, c'est vraiment l'aspect course dans tout. Tu sais, il faut que tu regardes un peu qu'est-ce que tes opposants font pour pour décider où tu vas t'investir. Soit est-ce que tu penses que tu vas être capable de gagner cette course-là dans le tour pour justement faire les points puis bloquer l'autre joueur, ou justement t'es peut-être mieux de dire bon ben lui il est comme trop avancé, je pourrais pas rattraper ça, tu sais, je pourrais pas construire mes 3 bleus parce que Sam il y en a déjà 2, même si je pourrais le faire ça aussi, faire mes 2, je peux pas le faire assez vite. C'est de savoir justement s'orienter dans qu'est-ce qu'il faut pousser puis où est-ce que je peux aller chercher mes points le plus rapidement possible. C'est un jeu de placement d'ouvriers aussi. Au final, on est assez limité parce que dans les faits, on va placer 2 ouvriers seulement. On peut en jouer 4 au final par round parce qu'on a le premier qu'on peut décider de mettre pour avoir peut-être un bonus. Le deuxième qu'on joue pour avoir notre dans la séance de mise. Puis après ça, on en a 2 qui vont être placés sur le plateau pour faire des actions. On a quand même peu d'actions.
Fait qu'il faut pouvoir maximiser les résultats à tous les tours. Ouais, c'est ça, parce qu'au final, il y a 10 rounds, puis on a 2 actions par round. Là. Fait que t'as 20 actions dans toute ta game. Des fois un petit peu plus parce qu'il y a certaines cartes qui te permettent d'avoir une action bonus, là, mais il y en a peut-être une ou deux dans toute la partie. Là. Ouais, fait qu'il faut pas que tu mises sur le fait que ça va être toi qui va la faire, l'action bonus. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est un jeu quand même intéressant. Je trouve qu'il mélange beaucoup de petites mécaniques, là. Surtout là, en fait, Sam, toi, je sais que t'as beaucoup aimé l'aspect que les ouvriers ont plusieurs usages, tu sais, que c'est à la fois une monnaie, à la fois une ressource que t'es obligé de mettre à certains endroits, puis t'as comme des restrictions avec tes ouvriers. Ouais. Non, je trouve que c'est l'aspect le plus intéressant du jeu, là, comme au début, est-ce que ça vaut la peine de prendre la pénalité qui est souvent qui est pas mal tout le temps de baisser sur certaines pistes d'influence, mais d'être le seul à garder cet ouvrier-là. Donc t'es sûr que tu vas avoir ces emplacements-là disponibles juste pour toi pendant la phase d'action. C'est plus vrai à 2 joueurs, là. Des fois, j'imagine qu'à plusieurs, il peut y en avoir plus qu'un qui décide de pas se mouiller pour la crise au début. Mais ouais, c'est quand même des choix intéressants de est-ce que je l'utilise ou pas, puis avec quoi est-ce que je vais miser. Puis tu sais, c'est intéressant que comme chaque faction, c'est pas nécessairement les mêmes. L'ambassadeur est toujours l'ouvrier qui vaut le plus, mais les autres, ils auront pas nécessairement les mêmes valeurs. Ils vont avoir le même total, je pense, mais ça se peut distribué différemment, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que ça rajoute un peu d'asymétrie au jeu. Oui, à ça aussi justement, chaque nation va commencer avec un bâtiment au départ qui est déjà construit. Dans le fond, une ressource qui va être produite du début de la game jusqu'à la fin. Ce sera pas la même. On a aussi un pouvoir qui va se débloquer à un moment donné quand on construit sa relique. On a une sélection de pouvoirs qui sont un peu cassés. Ben non, pas tant que ça. C'est pas si pire. Mais des pouvoirs qui sont assez forts puis qui valent la peine d'être ramassés, puis qui changent encore une fois la dynamique. Puis si tu réussis à mettre la main sur les cartes qui ont des habilités récurrentes aussi, ça fait que la partie évolue. Fait que moi j'ai bien aimé aussi. Je trouvais aussi que le jeu se présentait bien. Il y a peut-être certaines cartes que je trouvais qui étaient peut-être trop similaires, surtout quand tu commençais à faire à monter le plateau là. Il y a les cartes qui vont faire le marché, je trouve qu'ils se ressemblent un peu trop sur l'arrière alors qu'il doit être fait dans des étapes particulières. Là. Ça c'est une petite critique là, c'est pas frustrant, c'est juste un peu tannant. Ouais, mais sinon le reste du matériel est quand même pas mal beau. Même je vois des images là sur BGG, il y a je pense qu'il y a une version de luxe là, moi j'ai la version de base là, mais il y a une version de luxe avec les tokens en plastique pour chacune des ressources puis tout ça là. Moi c'est des tuiles en carton, là, mais ça fait super bien la job, c'est beau, c'est clair, tu sais quelle ressource qui est quoi, puis l'icône qui est sur les cartes c'est le même que sur les tuiles, là, fait que c'est facile de te retrouver. Ouais, puis tout est tu sais, les couleurs sont assez distinctes, fait que c'est facile de te retrouver, tu sais, à un moment donné, les cristaux sont verts, les satellites sont bleus, puis tu sais, on pouvait autant y aller avec le nom de ce qu'était la ressource que la couleur de la ressource. C'est ça, c'est mon jeu de science-fiction pour cette semaine. Good. Moi, de mon côté, je vais vous parler de Warpgate Beyond. C'est la deuxième édition de Warpgate qui vient tout juste d'arriver au backer. Et ça a été designé par Artie Nichipurov et publié chez Wolf Designer. Et ceux qui nous écoutent depuis longtemps vont peut-être reconnaître ces noms-là parce que c'est le même auteur, la même compagnie qui a fait Guards of Atlantis 2, qui est mon jeu préféré. Et oui, c'est le moment de l'émission où j'en parle. Eh oui, ben parce qu'on peut pas faire un épisode de Board Game Duel sans que Sam dise que Guards of Atlantis 2 c'est le meilleur jeu du monde. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Ouais, mais moi je le pense pas. Donc ouais, Warpgate.
C'est un jeu inspiré des 4X, donc Explore, Expand, Exterminate, Exploit, mais qui en est pas tout à fait un. Là. Le but, c'est vraiment d'avoir un jeu plus léger, plus facile à jouer, plus facile à sortir, puis qui se termine plus rapidement. Puis force est d'admettre que c'est quand même assez réussi à ce niveau-là. Là. C'est pas le genre de jeu qui va durer 3-4 heures, 3, 4, 5, 6 heures même pour certains dans le genre. Ouais, tu sais que quand tu commences une game de Wargate, tu vas pouvoir la finir. Puis c'est rapide, ça je peux le donner. Puis c'est quand même le fun parce que c'est sûr que c'est moins deep que d'autres 4X, mais c'est quand même super le fun, je trouve. Ouais, on va chercher les tropes, là, les tendances, les caractéristiques de ces jeux-là, puis on épure ça à sa simple expression. Donc, le plateau, ça va être une espèce de galaxie avec différentes planètes qui ont différents types. Là. Je pense qu'il y en a 6 couleurs. À chacune des extrémités, il va y avoir les Warp Gates, qui est comme une espèce de portail par lesquels les joueurs vont entrer dans la galaxie. Puis chaque joueur va avoir des vaisseaux de combat, puis un drone de recherche, si on veut. Comment qu'on va jouer au jeu, c'est qu'on va piger une main de carte action, donc à chaque ronde, on va piger 4 cartes. Et sur chaque carte, il va y avoir 2 actions possibles, une en haut puis une en bas. Puis quand c'est notre tour, on va jouer une carte puis faire une de ces 2 actions-là. Toutes ces cartes-là vont avoir un X quelque part. Dans le fond, déplace-toi de X et tu peux attaquer. Ou déplace-toi de 2 fois X et fais telle affaire. Ajoute des vaisseaux à X nombre de planètes. Ou jusqu'à X nombre de planètes. Puis, la valeur de ce X-là, dans le fond, va dépendre de à quel tour on est dans le ronde. Chaque ronde va avoir 4 tours. Puis si on fait l'action au tour 1, ben on va la faire une fois. Au tour 2, le X va valoir 2, puis etc. jusqu'au tour 4, où est-ce que ça vaut 4. Fait que les actions les plus fortes, on essaye de retarder le moment où est-ce qu'on veut les faire, mais des fois, ça peut faire qu'on se fait couper l'herbe sous le pied par les autres joueurs parce que les autres, ils décident d'y aller plus rapidement ou ils ont l'opportunité de le faire. Puis, je trouve que c'est un système qui est vraiment simple, mais qui rajoute beaucoup de tension à la partie parce que le timing de quand on fait nos affaires devient vraiment important. Puis, étant donné qu'on a juste 4 cartes et qu'il faut les jouer les 4 au final, il y a pas trop de paralysie de l'analyse. Là. On peut, malgré que il y a vraiment beaucoup de possibilités parce que chaque carte a 2 actions possibles dessus, puis même il y a une 3e option qui est toujours disponible, que si on n'aime vraiment pas notre main de cartes, ben on peut piger X nombre de cartes puis les rajouter à notre main. Mais ces cartes de plus-là, dans le fond, vont pas nous suivre d'un round à l'autre. Ils vont juste nous donner plus d'options pendant cette ronde-là. Mais ça va aussi nous permettre de cycler notre deck de cartes actions plus rapidement pour récupérer les cartes qui nous permettent de faire les actions vraiment fortes. Ces actions-là qui sont principalement d'aller utiliser notre drone de recherche pour développer des nouvelles technologies qui vont non seulement nous rapporter des points pour la fin de la partie, mais souvent vont booster notre engin, soit d'action ou nos vaisseaux pour les combats, parce que qui dit 4X dit combat de vaisseau. Donc si je débarque sur une planète puis que Vincent est déjà là, ben ça va déclencher un combat. Puis là, avec les technologies, on peut améliorer nos vaisseaux pour qu'ils soient plus forts pendant ces combats-là, ou détruire des vaisseaux de l'autre avant même que le combat commence, ce genre de trucs-là. Donc c'est très cool d'aller les chercher, il y a une course pour ça. Le côté exploit qui est là par le fait qu'il y a certaines planètes qui ont comme des icônes de ressources dessus, puis si on est capable de déplacer nos vaisseaux à travers ces planètes-là, ben on va gagner ce qu'ils appellent des trade goods ou dans le fond des ressources à échanger. Commerciales, ouais. Puis ces ressources-là, dans le fond, c'est cool parce que 1, ils valent des points en fin de partie, puis 2, on peut les utiliser pour booster la force de notre action. Donc, on peut en dépenser jusqu'à 1 par tour pour que notre 2X devienne un 3X ou que notre 4X devienne même un 5X.
Fait que c'est pas un 4X game, c'est un 5X game. Des fois. Majoritairement, c'est plus un 4X. Fait que je jouais à ce jeu-là juste en présence d'adultes. Et puis on a une dernière action qui permet d'aller placer des colonies sur les planètes. Qui est probablement l'action la plus compliquée du jeu. Là. La plupart des actions sont super simples. C'est tout ce que tu fais, c'est écrit sur la carte. Là. Celle-là est un peu plus complexe, c'est que dans le fond, tu vas aller placer des outposts, puis là, si tu as des outposts dans toutes les planètes d'un même secteur, parce que les différents, dans le fond, le plateau est divisé en différents secteurs. Fait que si t'es capable d'avoir un outpost sur toutes les planètes d'un secteur, là, généralement ça va être 1, 2 ou 3, là, ça dépend du nombre de joueurs puis de la taille du plateau pis tout ça, là, mais bref, tout ça pour dire, quand t'as ça, ça te donne des colonies. Puis là, quand tu upgrades tes outposts en colonies, tu peux aussi aller te chercher un objectif qui va te rapporter beaucoup de points en fin de partie si tu remplis certaines conditions bien précises. Puis dans le fond, il y en a toujours deux qui sont... toujours. La plupart du temps, il y en a 2, des fois 3 de disponibles à aller chercher. Mais chaque objectif, dans le fond, sur le dos de la carte, il va y avoir une couleur de planète. Donc, pour aller chercher un objectif rouge, je dois, dans mon tour, mettre une colonie sur une planète rouge. Une des grosses nouveautés de Beyond, donc la nouvelle édition qui... c'est pas vraiment une expansion, c'est plus comme Comme une V2. Ouais, comme une patch, dans le fond, parce qu'ils ont envoyé comme plein de cartes qui remplacent toutes les cartes du jeu de base. Fait qu'on peut prendre les cartes de notre première édition, les jeter aux poubelles, puis les remplacer par ces nouvelles cartes-là. Puis une des grosses différences, c'est que les objectifs maintenant ont comme 2 niveaux à atteindre. Puis si on a le niveau maximal qui est plus difficile, ben on va avoir plus de points. Puis il y a moyen d'aller chercher un peu moins de points en faisant comme l'espèce de niveau intermédiaire. Ce qu'il n'y avait pas avant. C'était tout ou rien. Ouais, c'est ça. Puis une autre grosse différence, c'est que maintenant, dans notre deck de cartes de combat, je vais revenir un peu plus tard à comment ça marche les combats, mais bref, dans ces cartes-là, des fois il y a des effets qui se déclenchent. Puis un des nouveaux effets qu'il n'y avait pas avant, c'est que je peux prendre une des cartes d'objectifs que j'ai. En fait, c'est d'en piger une nouvelle, puis après ça en jeter une. Donc parce que quand que j'acquiers des nouveaux objectifs, il y en a que j'obtiens en début de partie puis que je peux m'enligner tout de suite pour essayer de les réaliser, mais en plaçant des colonies, on en pige des nouveaux, puis des fois, comme ceux qu'on pige, on a aucune chance de les avoir. Ben, maintenant, au moins, on a comme des façons d'aller les changer, les cycler, puis faire que le deck d'objectifs se finit plus vite. Donc, c'est une autre façon de pousser pour que la fin de la partie arrive le plus vite, en fait. Parce que la partie va se terminer quand le pool de trade goods est complètement déplété, ou même chose avec le pool de cartes de technologie ou le pool de cartes objectifs. Donc, dès qu'il y a un de ces 3 trucs-là qui a été exploité à fond par les joueurs, ben la partie va se terminer. Généralement, en tout cas, j'ai joué 2 fois là avec la nouvelle édition, une fois avec Vincent, puis une fois en solo, puis 3 ou 4 rondes, là, puis c'est terminé. Là. Puis chaque ronde, là, tu sais, les tours, ça va vite, là. Fait que en dedans d'une heure et demie, là, explication de règles comprises, on peut avoir terminé notre partie de Warpgate, là. Ouais, non, ça niaise pas comme jeu, puis c'est facile de justement reprendre notre revanche une fois qu'on a été battu. Dernière chose qu'on pourrait parler peut-être, c'est les combats, justement. Donc, comment ça fonctionne? C'est peut-être la partie du jeu que j'aime un peu le moins, je trouve. C'est qu'on a un deck de cartes de combat qui est le même pour tous les joueurs en début de partie. Puis quand on a un combat, on va en piocher 2 de ces cartes-là, puis on va en choisir une. Fait que des fois, on peut peut-être être victime du hasard, puis se ramasser avec 2 qu'on n'a pas besoin à ce moment-là. Puis fait que c'est pour ça que c'est un peu la partie que j'aime le moins. Là. Mais il y a des moyens de mitiger ça, là, mais Ben, pas des tonnes, en fait. ben c'est qu'à il y a une action qui te permet de
promouvoir, donc promote, c'est que tu vas aller chercher, tu vas piger un certain nombre de cartes, puis t'en gardes une, puis tu la mets sur le dessus de ton deck. Fait qu'au moins tu sais l'identité d'une des deux cartes que tu vas piger. Puis même si tu le fais 2 fois, ben tu sais exactement c'est quoi que tu vas piger, tu sais. Ouais. Mais là encore, est-ce que tu vas piocher des cartes intéressantes ou tu vas piocher en fait, 4 cartes pas intéressantes au final. Ben, Mais tu sais, je sais. que les cartes soient vraiment pas intéressantes, faudrait que tu sois vraiment pas chanceux ou que t'aies pas beaucoup d'imagination sur comment les utiliser à ton avantage, là. Ouais. Puis ces cartes-là, dans le fond, vont avoir un multiplicateur, hein, Vincent? Ouais, c'est pas un additif. Non, C'est un X. multiplicateur. C'est un X à côté, c'est un fois, ouais. Ouais. On a fait genre un combat, puis j'étais super confiant de le gagner, puis tu sais, j'étais comme, Sam, il y a juste plus 2, je gagne. Puis là, il me dit, non, c'est fois 2. What? Fait que ouais, on a un multiplicateur qui va multiplier, dans le fond, nos vaisseaux présents dans le combat. Fait que c'est la première chose qu'on fait, on regarde la valeur totale, on détermine le gagnant, puis après ça, on va appliquer le texte sur les cartes. Puis là, le texte peut être de forcer l'adversaire à retraiter même s'il gagne, de détruire des vaisseaux, détruire nos vaisseaux même, mais de faire autre chose de cool comme promouvoir une carte pour un prochain combat ou justement aller changer nos objectifs. Fait que les effets plus cool vont être associés à des cartes plus faibles. Il y a même des x0. Donc si on la joue, on est sûr de perdre le combat, à moins que l'autre joueur joue un x0 aussi. Auquel cas, en cas d'égalité, c'est l'attaquant qui gagne le combat. Fait que c'est ça. On applique le texte des cartes, puis après ça, le perdant doit retraiter. Donc si c'était l'attaquant, il retourne ses vaisseaux qui n'ont pas été détruits de l'endroit où il était parti, puis le défenseur va simplement se retirer sur une planète qui contrôle la plus proche. Fait que c'est pas plus compliqué que ça, tu sais, il y a pas les seules choses qu'il peut avoir, c'est comme les technologies qui vont peut-être rajouter des petits effets avant ou pendant ou après le combat, mais comme toutes ces cartes-là sont sur la table, sont ouvertes, donc c'est facile de voir c'est quoi les capacités de tout le monde. Puis comme je disais, les cartes de combat sont les mêmes pour tous. Fait que, tu peux les regarder en début de partie puis avoir une bonne idée de c'est quoi l'éventail d'effets possibles, là. Sauf bien sûr quand tu fais l'action promote, t'en rajoutes une nouvelle à ton arsenal. Puis là, tu peux peut-être venir surprendre tes adversaires avec ça, mais il y a tellement pas beaucoup de combats dans le jeu que c'est pas... Ben, en même temps, ça dépend des parties aussi, là. C'est sûr qu'à 2... Il y en a moins, tu sais, on se tape moins dessus. Mais à plus nombreux, ça se peut qu'il y en ait plus. Puis ça dépend aussi des objectifs, tu sais. Moi, mes objectifs, par exemple, c'était d'avoir des colonies qui étaient collées à ton Warp Gate. Puis l'autre, c'était d'avoir des colonies bleues. Il y avait 2 colonies, il y avait 2 planètes bleues. Il y en avait une à côté de chez moi, puis il y en avait une à côté de chez toi. Fait que tu sais, les cartes objectifs vont influencer s'il va y avoir des combats ou pas aussi. Mais tu vois, même avec ça, on n'a pas fait tant de combats que ça. Non, on a fait un ou deux gros max. Mais c'est ça s'est résolu, mais ça s'est résolu tellement vite parce on a déclenché la fin de la partie parce qu'on a collecté tellement de biens de commerce, c'était ridicule, là. Les technologies qu'on prenait nous en gagnaient. Premier round, moi j'ai fait 2 fois l'action de commerce pour en prendre 2, tu sais, ça a été expéditif comme partie. Je pense que c'est pas représentatif de comment ça se joue habituellement. Ben, je pense que la nouvelle édition fait que un des buts, c'était clairement que la partie se termine plus vite, je pense. Fait qu'il y a peut-être ça qui fait que... Mais c'est sûr que, tu sais, plus tu rajoutes de joueurs, plus ça va être long. Puis moi, j'ai la version 1 à 4 joueurs, mais tu pouvais aussi prendre une extension pour ajouter un 5e puis un 6e joueur. Ça, c'est les extensions que t'aimes beaucoup d'habitude. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je l'ai pas. Mais ouais. Mais ça, je t'avoue que ça m'a laissé sur ma faim. J'aurais aimé ça que la partie dure plus longtemps. Ça s'est réglé vraiment sur tellement vite que j'étais
J'ai été comme, tu sais, j'avais une attaque à un moment donné, il fallait que je fasse cette attaque-là, puis c'est ça qui a scellé ma partie, en fait. Ouais. Mais en même temps, tu sais que ça va être quand une des trois conditions arrive, on finit le rôle en cours, puis on en joue un autre. Fait qu'au moins tu le vois venir un petit peu, puis tu peux quand même te préparer. Ouais, mais j'en aurais pris plus. Ben peut-être qu'il faudrait jouer à plus de joueurs la prochaine fois, peut-être. Ouais. Parce que sinon, moi, les autres parties que j'ai jouées, c'était à 3. Puis là, il y avait un peu plus d'action puis de combat, justement, parce que le plateau grossit avec 3 joueurs, mais pas... Pas énormément non plus. Non, c'est ça. Il y a pas... Je pense pas qu'il y a 50% plus de planètes, là. Fait que on est plus rapidement au coude à coude, puis on a des frontières avec plus qu'une personne. Là. Fait qu'il y a un peu plus de friction. Je pense que ça fait le tour pour moi. OK. Fait que je vais prendre la balle au bon. Fait que c'est ça, tu sais, dans Warp Gate, je trouvais que... En tout cas, j'ai trouvé que ça s'est fini vite. Mais je trouve que c'est intéressant, tu sais, dans le sens où, tu sais, tu sais que tu vas pas t'engager dans quelque chose qui va être ultra long pour un 4X. Puis ça, je trouve que c'est un point positif. J'aime l'espèce de système aussi que tes actions vont être plus fortes à mesure que t'attends. Je trouve que c'est ingénieux. Mais c'est ça. Mon point négatif, c'est un peu, ben, le point que j'ai moins aimé, je pense que c'est le même que toi, c'est au niveau des combats. Je trouve que ça clash avec le reste du système qui est un peu plus, tu sais, calculé, tu sais, puis tu fais tes trucs, puis tu sais, il y a pas tant de hasard, ou en tout cas, tu peux le contrecarrer. Puis là, quand t'arrives au combat, tu sais, t'as deux cartes. Tu sais, si t'avais une main de cartes, puis que tu décidais, puis tu les jouais, tu sais, dans un ordre prédéterminé, tu sais, un peu comme tous les jeux font maintenant, là. Je pense que j'aurais peut-être été plus intéressé par le combat. Ouais. Ben, je pense encore une fois, l'idée c'était de réduire la durée de la partie, puis parce que tu pourrais passer beaucoup de temps à essayer d'optimiser puis de voir quelle carte qui est le mieux de jouer. Ah ben là s'il joue ça, moi faut que je joue ça puis tout ça. Tandis que là t'as deux choix. Tu sais pas c'est quoi que l'autre a comme choix. Fait que t'es comme hope for the best, tu sais. Je sais pas. Je trouvais que dans le jeu original, Ben, c'était le même principe. qui était le même principe, mais il me semble, en tout cas, la game qu'on avait joué les games qu'on avait joué étaient beaucoup moins courtes. Puis tu sais, à mener de rapetisser le temps de jeu, c'est pas toujours à son avantage, à l'avantage du jeu, tu sais, de dire ok, on va s'assurer pour que ça se joue vite. Mais tu sais, des fois c'est le fun de t'investir un peu plus dans ta partie. Ben moi j'aime mieux un jeu qui finit un peu trop vite que un qui dure un peu trop longtemps. Parce que oui, tu sais, ça peut te laisser sur ta faim, mais ça te donne le goût d'y rejouer, tu sais. T'es comme, ah ouais, tu sais, il m'aurait manqué un tour pour faire telle affaire, fait que la prochaine fois que je vais jouer, je vais essayer d'être plus efficace pour pouvoir le faire, tandis que une game que, genre, il y a un round de trop, des fois c'est longtemps, là. Quand tu sais que tu vas perdre, puis qu'il faut quand même que tu fasses le dernier round, puis souvent qui est le round le plus long, parce que le monde, il pense à leur affaire, puis essaie de maximiser leurs points un peu plus, puis tu sais, c'est... Ouais, mais tu sais, admettons, t'as le goût d'un pâté chinois. Puis là, tu fais la recette, puis là, tu décides que tu mets pas le blé d'Inde. Tu dis, ah, ok, ben, j'en refais un deuxième. Mais là, finalement, t'as pas le steak haché. Puis là, après ça, t'en fais un autre, y a pas la patate. T'es comme tout le temps déçu. Parce que t'as pas ton pâté chinois au complet. Fait que, tu sais... Non, moi je pense que le jeu c'est comme un mini pâté chinois mais qui a tous les ingrédients qu'il faut, c'est juste une plus petite portion. Moi je trouvais que, en tout cas, il aurait pu mettre plus de blé d'Inde, là, tu sais. Mais j'aime le jeu quand même, là. J'aime la thématique aussi est cool, là. Il y a quand même aussi de la symétrie, tu sais, au niveau des factions, puis là, ben, t'as la carte combat aussi qui change. Ouais, parce que c'est vrai, t'en as pas parlé. En plus d'avoir les cartes technologie, on a aussi une espèce d'extraterrestre, puis ils ont tout un pouvoir. Puis à ça, t'ajoutes une carte héros qui remplace une de tes cartes dans ton deck de combat. Ouais. C'est sûr que tu peux en profiter plus si tu fais plus de combats, mais là, ça dépend ça dépend de la partie à l'autre. Ouais. C'est ça. Au final, je trouve que les pouvoirs, ils font pas une si grosse différence. Je pense que j'ai même pas utilisé une seule fois le mien dans la dernière partie qu'on a joué.
Ben, moi non plus. Ah non, c'est pas vrai. Je l'ai utilisé parce que ouais, non, c'est ça. Mon pouvoir dans le fond faisait que quand j'attaquais avec juste un vaisseau, il comptait comme deux. Ça, je l'ai jamais fait. Mais il y a une des cartes actions qui dit que tu dois déplacer au moins deux vaisseaux pour faire un déplacement. Puis moi, ça me permettait de le faire avec juste un. Ça, je l'ai fait avec cette carte-là, mais c'était même pas pour attaquer, là. C'était juste pour Déplacer ton vaisseau. ouais, c'est ça, me déplacer puis répandre mon influence dans la galaxie. Ouais. Mais ouais. Fait que, oui, ils sont là, mais c'est pas ça qui va faire ou briser le jeu, là, tu sais. Non. Plus comme un petit soupçon de variété que tu rajoutes à ta partie, là. Mais il y en a quand même pas mal, là. Je pense qu'il y a 5, 6, Plateaux différents, puis chacun ouais, est réversible. c'est ça. Comme une douzaine d'espèces d'extraterrestres. Cool. Puis là, j'attends que tu dises quelque chose sur Godspeed. Ouais, ben on peut passer aux comparaisons, si on veut. C'est sûr que si on est dans thématique science-fiction, je trouve que Wargate est beaucoup plus thématique que Godspeed, là. Ça, j'ai pas le choix de te le laisser, là. C'est sûr que, tu Tu sais, dans Wargame, t'as des petits vaisseaux, puis là, tu te promènes, puis tu conquéris des planètes et des aliens, puis tu sais, ça fait partie du jeu. Dans Godspeed, c'est sûr que, tu sais, c'est un placement d'ouvrier, tu sais, le, tu c'est, sais, le thème puis le setting est vraiment cool, je trouve. Tu sais, l'idée de genre, c'est la guerre froide, puis comme c'est une course entre les différentes nations pour aller comme coloniser une planète secrètement, puis tout ça, puis comme on fait ça dans le dos de l'humanité, puis mais ça dure le temps de l'introduction. c'est ça. Tu sais, il T'as des l'exploite petites, pas beaucoup après, là. ouais, t'as des petites blagues, là, dans les crises, là, mais c'est Ouais, pas mais super drôle, là. non, c'est la première fois que j'ai joué, on les lisait même pas les cartes, là. On faisait juste checker c'est quoi les malus, c'est quoi les récompenses, c'est quoi l'employé qu'il faut qu'on envoie, puis that's it, là. Ouais. Ouais. C'est sûr que dans ce cas-ci, ça pourrait être n'importe quoi, là, tu sais, ça pourrait remplacer ça par, je sais pas, la découverte de l'Amérique, ou, Ouais, ouais, les trading in the Mediterranean, là, comme. Mais au moins, tu sais, justement, ils ont pas fait ces thèmes génériques-là que tout le monde prend tout le temps, tu sais, même si, tu sais, mécaniquement, c'est assez classique, là, puis ça pourrait être n'importe quel thème, tu sais, ils se sont donné la peine d'aller en chercher un plus champ gauche, si on veut. ouais. Puis visuellement, tu sais, il est bien réussi. Ouais. On se retrouve facilement. Comme on disait, l'iconographie, le choix de couleurs, Warpgate, niveau artwork, il est quand même bien aussi. C'est ça, c'est pas le jeu le plus beau de ma collection, je dirais, là. Tu sais, il puis, est correct, tu sais, ben, il est clair, il respecte son thème un peu, là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de bleu. Il est ouais. très bleu, le jeu, mais ça va. Ouais, pis tu sais, tu sais, si je compare avec Guards of Atlantis, mettons, parce que souvent, le style visuel leur ressemble un peu, mais il ressemble plus au premier, puis tu sais, dans Guards of Atlantis 2, tu sais, ils ont amélioré un peu le artwork, la palette de couleurs, pis tout ça, puis je pense que pour ceux-là, ils ont fait le choix de juste garder les mêmes images qu'avant, donc ça fait un peu plus vieillot, plus dark. J'aurais aimé ça qu'ils puissent upgrader ça aussi, mais en même temps, je comprends que ça coûte cher aussi. Les artistes pis tout ça. Parce que Ouais. c'est vrai que tu m'as montré le jeu, puis sur le coup, j'étais comme, je voyais pas la différence avec le avant. Je t'avoue que ça, c'est aussi un truc que je trouve un peu, que je suis un peu mitigé par rapport à ça. C'est que j'ai pas énormément senti de différence entre Warpgate Beyond puis Warpgate. Hmm. Ben, Ça fait peut-être trop longtemps que j'ai joué à Warpgate, il y a mais peut-être ça, puis ben je pense que l'idée c'était pas de tout changer non plus, là. C'était juste de comme prendre un jeu qui était déjà très bon, puis comme d'aller polir un peu les petits coins qui accrochaient pour comme peaufiner l'expérience, là, mais c'était pas de changer du tout au tout non plus, là. ouais, Comme je te dis, la principale différence, ça va être tu sais, le nombre de cartes objectifs qu'il y a dans la pile, puis
on en reçoit 2 au départ plutôt que juste une dans l'ancien. Puis comme ils proviennent de la pile, ben ça fait que la partie va se terminer plus vite à cause de ça aussi. Puis je pense que les technologies, les cartes combat que tu peux améliorer, c'est surtout là que l'amélioration s'est faite. Puis tu sais, ces cartes-là, on les voit pas toutes à toutes les games, là, fait que c'est peut-être plus tough de les comparer. Constater les changements. Ouais, c'est ça. Sinon, niveau nombre de joueurs que ça accommode, Wargate, il y a un mode solo qui est vraiment cool. Super facile de runner l'espèce d'automa. Il y a même 2 decks possibles. Tu pourrais en théorie rajouter ces 2 joueurs dummy là, puis avoir une partie comme à 3 joueurs. Ou une partie à 4 avec juste 2 joueurs, tu sais. Puis comme j'ai dit, il va jusqu'à 4 avec le jeu de base, puis 6 avec l'extension. Puis même quand tu joues à 5 ou 6, avec Beyond, il propose un nouveau mode de jeu. C'est un autre des changements, en fait, c'est que maintenant les cartes d'action ont une initiative dessus, fait qu'on peut, plutôt que de procéder dans l'ordre du tour comme on fait normalement, on pourrait jouer toutes simultanément, puis après ça, agir dans l'ordre d'initiative, là, un peu comme dans Guards of Atlantis. Ouais, on dirait que comme il y a des thématiques qu'ils aiment bien. Mettre les 4 cartes devant toi avec ta rangée de cartes, les initiatives, le pas de chance. Ben, je pense qu'il y a quand même beaucoup il y en a de un peu chance plus, ouais. dans Wargate, là, mais le jeu est tellement rapide que c'est pas si grave. Puis de l'autre côté, Godspeed, c'est 2 à 5, je pense. Ouais, mais je pense qu'à 5, c'est un peu crowding. Parce que moi j'aurais dit que c'est là qui aurait shiné le plus, je trouve. moi j'aurais vu plus 3-4 parce que à 5, tu sais, il y a au total, tu sais, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. T'as 10 emplacements. Non, mais à 5, c'est pas le même plateau. Là. Le plateau est réversible. À 4 ou 5, il y a plus d'emplacements, possiblement. Ok, j'ai rien dit. Il y a 2 emplacements par emplacement. Ah, fait que ça doit être encore plus ouvert qu'à 2. Ou ouais. à peu près autant, en fait. Ouais. Fait que c'est à 4 puis à 5 que dans le fond, ça... Tu pourrais même double dip. Ah non, parce que t'as pas 2 fois le même ouvrier. Fait que tu peux pas faire 2 fois la même action, c'est sûr. Mais t'as un peu plus d'espace. Là. Ouais, donc c'est ça, je pense qu'il serait mieux à 4 ou 5, justement, parce que là, t'aurais plus de compétition pour, sur les pistes. Plus de compétition pour les milestones, là. Tu sais, à 2, au final, moi, les 2 fois que j'ai joué, les 2 joueurs n'ont pogné la moitié chacun, là. Ouais. Tandis que là, à 5, tu pourras pas gagner, je pense que ça va être tough d'aller en chercher plus que 2. Ouais. Ah, définitivement. À 2, en fait, même, c'est ce qu'on a joué, c'est comme c'est un variant. Un variant. Fait que là, faut rajouter un 3e joueur sur les pistes qui bouge jamais de là, puis dans le fond, à tour de rôle, on va bloquer un emplacement pour comme simuler un 3e joueur. Puis, tu sais, ça marche, mais comme vraiment curieux de l'essayer au moins à 3, puis idéalement à 4 ou 5. Là. Parce que j'ai l'impression qu'il serait plus coupe-gorge, plus que les courses seraient plus tight. Tandis que c'est ça, Wargate, je les joue à 1, 2, 3. J'ai trouvé tout aussi bon à tous ces comptes-là. Je serais bien partant pour l'essayer à 4. 5 ou 6, peut-être que ça deviendrait un peu trop long, là. Avant que ton tour revienne. Mais là, c'est peut-être pour ça où, justement, tu fais la variante avec l'initiative. Ouais, mais ça va être quand même tout aussi long entre le moment où ce que t'agis, tu sais, il va se passer plein d'affaires sur le plateau, puis où ce que tu seras probablement pas impliqué, là, à moins que tu te fasses attaquer, tu sais. Ouais, mais tu vas déjà au moins tu vas avoir choisi ta carte, tu sais, tu pourras pas comme, après que tout le monde ait fait, tu sais, admettons t'es le dernier à jouer, tu t'es comme, je change mon plan 3-4 fois en fonction à cause que les autres ont fait des actions qui ont un peu modifié mon plan, alors que là, tu sais, quand tout le monde joue sa carte, ben, t'as comme pas le choix, t'as déjà locké Ouais. ton action. Ouais, c'est ça, Peut-être.
sauve un peu de temps comme ça, là. Fait que, ouais, à 5 ou 6, c'est sûr que je serais plus tenté d'essayer ce nouveau mode-là, là. Mais sinon, je pense que j'aime mieux le classique ou que tu choisis quand c'est à ton tour, tu sais. Tu d'autres points de comparaison que tu voulais apporter? Non, je pense que ça fait pas mal le tour. Tu sais, on a quand même des jeux qui ont des mécaniques assez différentes. Si on parle d'un placement d'ouvrier versus un 4X, je pense qu'on a touché les points qui sont les plus pertinents, là. Au niveau de la durée, c'est sûr que Godspeed il est plus long. En tout cas, à 2 joueurs, il était vraiment plus long que Warpgate, mais Warpgate, moi, j'avais trouvé justement qu'il avait été trop court. Puis dans Godspeed, je trouve que, oui, on joue 10 rounds, mais on joue juste 2 actions, fait que je pense que ça va assez vite. Ouais. Mais tu vois, comme, je sais pas s'il serait meilleur avec juste 8 rounds, tu sais. Puis peut-être des pistes un peu plus courtes. Parce qu'au final, ce que tu fais au premier round versus ce que tu fais au 10e round, c'est à peu près la même affaire, là. T'as pas un gros crescendo, là. Ben, t'as quand même une progression, tu sais. Si ça se passe bien, tu sais, tu vas te mettre à produire plus produire plus de protéines. Ben oui. Produire plus de ressources, où tu vas avoir des habilités qui vont s'être accumulées. Je trouve que, tu sais, t'as plus de liberté à mesure que la partie avance. Pas de temps, parce que puis t'as le pouvoir t'as un aussi peu qui se plus développe. t'as un peu plus de ressources, mais tu restes que t'as juste 2 actions, là. Ouais, mais tu peux Fait que tu vas les moins rentabiliser souvent, plus. ouais, tu vas moins souvent faire l'action d'aller chercher des ressources, puis peut-être plus faire l'action de faire un bâtiment, mais tu sais, en tout cas, moi j'ai pas, il y a beaucoup d'autres jeux que, tu sais, t'as bien plus un engin qui se build pis qui roule de plus en plus d'un tour à l'autre, puis tu sais c'est, je sais pas, j'aurais, tu sais comme je disais, le Wargate, moi je trouve qu'il est juste la bonne durée ou peut-être un petit peu trop court, mais j'aime mieux ça que l'inverse, que là je trouve qu'il est peut-être un peu trop long. Je sais pas. Moi, j'étais resté sur ma fin à Warpgate, puis à Godspeed, j'étais satisfait de ma fin de partie, même si t'as gagné, hein, je pense. Ouais. Ouais. Mais pas beaucoup, me semble. Non, par genre 2 points. Ouais. Contrairement à, là c'était plus 2, puis à Warpgate c'était plus comme x2. 20, genre. C'était ridicule. Mais ça avait pas bien été. Mais ça n'empêche pas le fait que j'aime Warpgate aussi, là. Mais j'ai trouvé cool. Je trouve cool un peu. En tout cas, la nouvelle édition, là. Ben comme j'ai dit, on l'essayera à 3 ou 4 la prochaine fois. Ouais. Tu parlais justement que tu voulais rejouer au même jeu. On pourrait y Ouais. rejouer à celle-là. Ouais. Puis sinon, pour avoir du fun à durer longtemps, Star Wars Rebellion, ça fait un bout, hein? C'était science-fiction, ça aussi. Mais Mais il y en a c'est beaucoup. Star Wars, là, c'est un thème à lui tout seul, là. Ouais, c'est ça. Puis c'est quasiment plus fantasy dans un univers de science-fiction que science-fiction. Ouais. Je seconde ce commentaire. Donc c'est ça. Ça fait le tour pour notre duel de cette semaine. À vous maintenant, nos éditeurs, de parler. Dites-nous, c'est quoi votre jeu de science-fiction préféré? Parce qu'il existe quand même beaucoup d'autres. Puis dites-nous lequel vous préférez entre Warpgate et #TeamSam ou Godspeed avec #Team Vince. vous pouvez faire ça par courriel boardgameduel@gmail.com, en commentant sur notre Facebook, sur notre Instagram, sur notre Discord. On est toujours ouvert à vos commentaires, on aime ça vous lire, on aime ça jaser de jeux avec vous autres sur tous ces beaux médias sociaux-là. Aussi, si vous aimez le podcast, parlez-en à un ami qui pourrait aimer ça aussi. Vous pouvez aussi aller nous rater sur votre application de podcast, peut-être même nous écrire une petite review pour aider les autres à nous découvrir et à embarquer dans notre belle gang. Merci de nous écouter. Merci à Chrysalis pour notre chanson thème. Donc, j'étais Vince. Et je suis toujours Sam. Et on vous dit à plus. Bye. C'était parce qu'on était dans l'espace. Ouais. Mais tu sais que dans l'espace, personne peut entendre tes niaiseries.
un peu triste quand tu fais un podcast et que personne ne veut l'entendre. Ouais. Voyons. Calique, je m'en fais genre mes mots ce soir. Ça va être beau. Faut pas les mettre par terre, c'est ça que ça veut dire. Ah. Pardon. Ça, c'est pas très poli, Sam. Non, ça va aller dans les bloopers. Ouais, j'espère. Warpgate et hashtag Team Sam ou Godspeed. Et hashtag Vas-y. Team Vince. Ok, ouais, genre. T'as Recommence. réussi à me couper 2 fois. Ouais, je suis bon de même. En 2 mots, là. Ok. Ouais, mais Godspeed. Fait exprès, hein.